Toujours plus puissant, toujours plus simple et surtout toujours dans la poche, l'iPhone et ses concurrents vont-ils avoir la peau des appareils photo réflexes et autres hybrides, chers aux chasseurs d'images ou encore les caméras des reporters de télévision? La question pourrait faire sourire, mais c'est déjà une réalité pour certains pros de la photo et de la vidéo. En marge du Satis et du Salon de la photo qui se sont tenus à Paris cette semaine, débat en compagnie d'experts. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle que vous retrouvez On refait le Mac chaque semaine sur notre site internet www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM pour nous regarder sur iPhone, iPad et Apple TV, mais également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcasts, et également désormais sur une version audio pour nous écouter le matin en faisant votre jogging, sur iTunes Podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Je n'ai rien oublié, ou presque. Si, les chroniqueurs, avec un chroniqueur ici en plateau cette semaine à mes côtés. Un amoureux de l'image, sous toutes ses formes, spécialiste de la photo et de la vidéo, photographe et réalisateur, monsieur Emmanuel Pampuri. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Alors on trouve ton travail, tes films, tes vidéos, tes tests, tes prises en main sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Oui, j'ai une chaîne YouTube et puis j'ai un truc réseaux sociaux classiques, tu vois. Une communauté, on peut dire. Une communauté que j'appelle les geeks lumineux. Salut les geeks lumineux. En duplex, cette fois-ci, on va partir très très loin de l'autre côté de la planète ou presque, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, où il forme les équipes locales au Mojo. Guillaume Custer. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Alors tu as retrouvé ton Mojo, Guillaume. C'est quoi le Mojo concrètement? C'est la contraction anglaise de journalisme mobile. Et tu formes donc les journalistes ou toute autre catégorie à la vidéo mobile. Tu as créé un organisme de formation pour cela, c'est bien ça? Tarka Media? Oui, c'est ça. Tarka Media, c'est une boîte de formation que j'ai créée il y a près de 4 ans. Je travaille beaucoup avec France Télévisions, d'où ma présence ici dans leur réseau Outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais j'aurais pu être à Tahiti ou à Calédonie. Il y en a 9. Donc, pauvre garçon. Il y en a un dans l'Atlantique Nord. Moi, j'aime bien. J'habite en Finlande. Je suis basé à Helsinki, donc ça me change pas trop, Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon. C'est les mêmes maisons en bois, c'est le même climat pourri, donc tout va bien. Merci Guillaume. Et d'autre côté, il est pas très loin de nous cette fois-ci en duplex également. Bertrand Samimi, le cofondateur de CityPro, une app pour iPhone pour muer le téléphone, non seulement en une caméra professionnelle, mais également en station de montage, de streaming et de régie. J'ai rien oublié, Bertrand? Non, t'as rien oublié. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, bonjour Guillaume. Alors, en quelques mots, CityPro, allez, fais-nous le service après-vente. Brièvement. Je vais vous faire le service après-vente. C'est une application dédiée à l'univers professionnel, ceux qui sont dans le monde de la télévision et qui réalisent des sujets chaque jour. Et c'est un écosystème qui permet de tourner, de monter, d'être en live et de partager, mais aussi de revenir sur les stations de montage et de conserver les métiers tels qu'ils existent aujourd'hui sur le terrain. Mais aussi, il y a des accessoires que l'on a créés parce qu'encore une fois, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait sur le terrain. Et nous, on est nous-mêmes. On m'a dit que tu avais été chassé par Apple et que ton application les intéressait grandement. C'est vrai, info ou intox? Non, info. Ils sont venus nous rencontrer à l'IBC il y a 2 ans parce qu'on est sorti un peu du bois parce que c'est une application qu'on développe depuis maintenant 4 ans et on a eu la surprise d'avoir une délégation de gens avec le badge retourné qui sont venus vers nous, qui nous ont posé plein de questions. À ce moment-là, ils ont retourné leur carte, ils nous ont tendu leur carte de visite et nous ont dit qu'ils avaient analysé notre application et ils nous ont proposé de rejoindre les équipes d'Apple et de pouvoir travailler davantage sur notre développement avec eux, avec toute la force que Apple peut avoir. Mais malheureusement, j'ai refusé, ou heureusement, j'ai refusé, je ne sais pas. Ouais, on peut dire non à Apple malgré tous les zéros qui peuvent aligner sur un chèque, qui est pas banal et qui est certainement très courageux. Un mot au sujet de notre sponsor, on parle de sous aussi de notre côté cette semaine. Notre sponsor cette semaine, c'est SanDisk qui a souhaité parrainer cette émission car le spécialiste des cartes mémoire propose également des disques SSD pour les pros de l'image et de la vidéo. C'est le cas de l'Extreme Pro, un disque portable SSD USB-C très compact qui résiste au choc, à l'eau et à la poussière. Il est également rapide avec des débits jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde. Regardez, j'ai là en plateau, en lecture bien sûr. Bref, du sur-mesure pour partir en reportage. Merci encore à SanDisk pour son soutien. Et je vous propose que l'on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine.
Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur la compte Twitter dont refait le Mac. Et la question était, roulement de tambour, pensez-vous qu'un iPhone 11 Pro puisse faire de l'ombre à un appareil photo caméra réflexe ou hybride? Vous étiez 52% à répondre oui, contre 48% à répondre non. Donc vous êtes assez partagé, mais avantage à l'iPhone, ce qui est assez surprenant. Moi, j'aurais pensé que les gens auraient voté naturellement autour des appareils photo classiques. Ça a d'ailleurs conduit à nous adresser pas mal de réactions et de questions sur Twitter qui souvent s'opposent. Regardez, réaction de Mib, Men in Black sur Twitter. C'est le genre de question qui énerve au plus haut point les passionnés de photographie que je suis. Il est vrai que cette question-là, est-ce qu'un iPhone est meilleur qu'un APN ou qu'une caméra? Cette question se pose véritablement de plus en plus. Et réaction de Alex à présent, toujours sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Clairement, non, il suffit de comparer deux photos faites par un réflexe hybride et un iPhone. C'est le jour et la nuit. Après, on ne cherche pas toujours une photo parfaite. La souplesse est clairement en faveur de l'iPhone. Enfin, réaction de Jupin Timothy. Oui, dans mon cas, j'ai revendu mon Sony RX100 M3 pour ne plus qu'à avoir un seul appareil. C'est plus facile à gérer. Et le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Tu es d'accord avec ça, Emmanuel? Le meilleur appareil photo, c'est toujours celui qu'on a sur soi. Quand on voit ton magnifique Panasonic que tu nous as amené, c'est ton coup de cœur, je crois, tout à l'heure, on comprend qu'avoir un téléphone dans la poche, c'est quand même assez pratique. C'est clair que ce vieil adage qui dit que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi, c'est quelque chose que je vis au quotidien depuis que j'ai goûté à la photographie. J'étais fort jeune. Et un photographe a tendance à se sentir tout nu quand il n'a pas un appareil photo dans sa poche, dans son sac. Donc voilà, l'iPhone, l'iPhone est une vraie réponse en tous les cas pour ça. Regarde encore la réaction de Julien, toujours sur Twitter. Non, non et encore non, un smartphone ne pourra jamais remplacer mon boîtier réflexe. Je suis de plus photographe animalier, donc quand l'iPhone aura la puissance de focale de mon 500 et la puissance de mon 5D4, eh bien on en reparlera. Et enfin, réaction de Dark Linux, qui est toujours très critique, du tout. Donc l'iPhone n'est pas à la hauteur des réflexes ou des hybrides. Les ingénieurs de Canon et de Red Camera sont en train de se bidonner. On va essayer de vous prouver que c'est pas aussi simple que ça, messieurs. Je ne sais pas si Canon et Red se bidonnent. Il est toujours difficile de comparer, mais ils vont tout de même le faire avec Emmanuel qui a réalisé des prises de vue avec l'iPhone 11 Pro et un hybride qu'il a amené avec nous, un Pana. Mais au-delà de la qualité optique d'un tel ou d'un tel, ce que l'on a tendance à oublier, messieurs, c'est l'intelligence propre à l'iPhone, la fameuse IA, l'intelligence artificielle, qui apporte beaucoup au rendu de l'image et qui comble souvent les différences d'ordre optique. Je ne sais pas, on peut peut-être commencer avec Bertrand, puisqu'il est à l'écran. Bertrand. Oui, moi je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve au niveau des iPhones, non plus avec des appareils photo, mais avec c'est la puissance de calcul qui fait tout. On pourra poser la question à Emmanuel tout à l'heure pour voir les photos qu'il a faites, est-ce qu'elles ont utilisé la nouvelle mise à jour et la nouvelle bibliothèque Deep Fusion, cette bibliothèque qui nous permet de prendre une série de photos avec des longues pauses, avec des photos qui sont prises en amont de la prise de vue, en aval de la prise de vue, pour donner beaucoup plus de détails et beaucoup plus de définition. Personnellement, je n'ai pas été bluffé au point de dire que Deep Fusion c'est extraordinaire, mais je pense qu'Apple en a énormément sous la pédale et qu'on va découvrir d'énormes mises à jour. Il ne faut quand même pas oublier qu'on se retrouve avec un téléphone. On ne peut pas comparer. Je pense que la comparaison ne peut pas avoir lieu. Par contre, je ne pense pas que son 500 mm, il peut le mettre dans sa poche et il peut le dégainer à n'importe quel moment. Oui, c'est clair. Guillaume, de ton côté, que penses-tu de l'iPhone 11 Pro qui vient d'arriver il y a quelques semaines? Est-ce qu'il a... Alors toi, tu es plutôt du côté de la vidéo, mais tu fais aussi des photos. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une vraie avancée au registre, sur ce point-là, au registre de la photo, avant de donner la parole à Emmanuel? Oui, clairement, entre l'iPhone 10S que j'avais auparavant et l'iPhone 11 Pro maintenant, il y a eu un bond. C'est probablement au niveau image ce qui est le plus impressionnant dans les dernières années chez Apple. Il commençait à accumuler un certain retard par rapport à d'autres fabricants du côté Android, où on voyait qu'il y avait des initiatives qui étaient assez intéressantes. Et là, oui, la force d'Apple, clairement, c'est la combinaison de la puissance de calcul, du traitement de l'image et puis de la qualité optique. Même si ce n'est pas la meilleure qualité optique sur le
le marché, on va sortir des images qui sont consistantes. On va avoir des couleurs qui sont vraies entre les 3 optiques, qui sont calibrées en même temps en usine. On va avoir des choses, même sur la caméra selfie maintenant, l'ajout par exemple, on parlera de vidéo plus tard, mais ils essayent de nous vendre les Slow-Fi, la capacité de faire des ralentis avec la caméra selfie. On a une caméra 4K aujourd'hui qui nous fait face. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est plus une caméra secondaire maintenant. Donc on se retrouve avec 4 caméras qui sont de qualité, qui sont définies, qui bénéficient d'un bon traitement, même si elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. On a des différences qui sont assez importantes en termes optiques entre les 3, notamment c'est pas les mêmes ouvertures, c'est pas les mêmes capteurs forcément. Donc on a une compensation qui est faite par le logiciel qui fait qu'on arrive à avoir ce qui, pour moi, est vraiment l'avantage chez Apple, une consistance, une qualité qui est une qualité juste. Samsung, par exemple, va faire des photos un peu comme Canon, très criardes, avec des couleurs très criardes. Chez Apple, on veut être dans le vrai. Alors Emmanuel, en plateau, avant que tu nous dévoiles les photos que tu as prises avec l'iPhone et avec différents autres appareils, tu as trouvé vraiment qu'il y avait un bond en avant avec l'arrivée du 11 Pro et ses 3 capteurs sur la face arrière? Oui, j'ai même été vraiment surpris là. C'est pas, moi, j'ai pas d'action chez Apple. J'ai toujours été plutôt iPhone qu'autre chose, même si j'ai testé pas mal d'Android. À cause de ça, à cause du fait qu'il y avait une colorimétrie plutôt naturelle. Et je suis passé moi de l'iPhone 10 première génération à cet iPhone 11 Pro Max là, et j'ai fait mes premières photos et je fais waouh. Là, je pense qu'il y a un vrai bond en avant, et en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas uniquement au niveau optique, capteur, tout ça, ouais. C'est toute la partie logiciel, traitement, la puissance du processing qu'il y a derrière, qui aujourd'hui fait la différence. Ouais. Et on comprend pourquoi on regardait un petit peu d'un œil amusé, je dirais, les années précédentes, Apple expliquer que leur téléphone c'était le téléphone le plus puissant au monde, et on se dit pour téléphoner à quoi ça sert, et là on comprend mieux maintenant pour des besoins très avancés en matière de photo et de vidéo pourquoi de designer sa propre puce a aussi une importance et leur permet de vraiment se différencier sur le marché, ou du moins c'est la promesse qu'ils nous tiennent place à notre face à face entre l'iPhone 11 Pro et un appareil photo professionnel, tout de suite avec l'ami Emmanuel. L'iPhone 11 Pro face à un appareil Pro, qu'est-ce que tu as fait comme cliché? Quel appareil as-tu utilisé face à l'iPhone 11 Pro? Dis-nous tout, Emmanuel. Alors, j'ai fait un comparatif donc avec l'iPhone 11 Pro Max avec mon chouchou du moment, c'est le S1H de chez Lumix Panasonic, qui a été lancé, là, il est sorti il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de le tester, d'être bêta-testeur depuis la fin de l'été. C'est vraiment pour moi le summum de l'hybride. Je joue depuis le mois de mars avec le S1 et le S1R qui sont vraiment des boîtiers super top. Il y a aussi une vraie proposition et des jolies choses chez d'autres constructeurs. Donc là, on est sur un capteur 24 millions de pixels. Il y a une version 47 millions de pixels, le S1R. Oui, vraiment sur un appareil professionnel. Ouais, voilà, c'est un boîtier qui vaut 4 000 €, boîtier nu. Ouais. Voilà. Et dessus, pour la partie portrait, j'ai mis cet excellent Sigma 85 mm qui ouvre à 1.4, qui est aujourd'hui vraiment une référence pour des optiques portrait. Et après le kit zoom qui est un 24-105 aussi de chez Lumix, pour faire plutôt les plans larges. Alors place à tes photos, on commence par la première série de photos si tu le veux bien, ouais. Que tu as fait tout seul je crois avec l'appareil photo hybride, c'est une photo d'immeuble, un plan large, c'est ça? Ça s'est fait, s'est fait avec l'hybride celui-là ou c'est fait avec l'iPhone? Moi je serais incapable de voir la différence. Celle-là, c'est une bonne question, à ton avis. Alors pour moi, tu as fait ça avec l'hybride? Non, ça d'accord. Ouais, ça c'est l'iPhone 11 Pro, donc avec le grand angle. L'ultra grand angle qui permet d'avoir une ouverture de champ qui est assez phénoménale, qui n'est pas le meilleur objectif en tous les cas des 3 qui sont sur le dos de l'iPhone, mais qui est la grande nouveauté en tous les cas par rapport aux générations précédentes.
Encore, c'est un objectif qui n'est pas très lumineux. Et pourtant, j'ai fait des photos de nuit aussi avec, qu'on va voir un progrès petit peu vraiment plus très tard. sensible de ce côté-là. C'est assez impressionnant. Ouais. La photo suivante, on voit, c'est une personne, une jolie personne, avec beaucoup de goût, qui est de plein pied. Alors, est-ce qu'elle, encore une fois, on va peut-être poser la question à Guillaume ou à Bertrand, est-ce que selon vous, c'est fait avec l'iPhone ou c'est fait avec le Lumix? À la louche, à la profondeur de champ, je dirais l'iPhone. Ouais, pareil, idem pour moi. Oui, alors ça a été fait. À la profondeur de champ. Ça a été fait à l'iPhone avec la focale la plus serrée, qui est donc a priori la focale qui est la plus optimisée pour faire du portrait, mais en désactivant le fameux mode portrait. Voilà. Alors, photo suivante, là tu parles du mode nuit, on n'y est pas loin, hein, c'est la nuit tombante, je la trouve magnifique cette photo. C'est une nouveau de Palais de Justice qui est en marge du périphérique ici à Paris. Allez, je pense que c'est l'iPhone ça. Ouais. Ça c'est l'iPhone, c'est l'iPhone et ça fait partie des photos avec, dans le même endroit j'ai fait 2-3 photos, ça c'était il y a 3 jours. Après la mise à jour justement Deep Fusion. Et là j'ai regardé mes photos, j'ai fait waouh. Je me suis dit en fait j'ai commencé à faire des photos, j'étais dans un taxi et j'avais pas fait gaffe parce que j'ai mis la mise à jour automatique, j'avais pas fait gaffe, je savais que ça s'était fait tout ça et j'avais pas encore regardé ce que ça donnait. Et donc là j'ai pris le temps, j'ai vraiment joué avec les vitesses lentes, tout ça, j'ai pris appui sur un petit muret pour pas bouger, tout ça, donc j'ai vraiment favorisé le travail de l'intelligence artificielle qui est embarquée. Et voilà, celle-là pour moi c'est celle qui est la plus bluffante. Je trouve qu'il y a beaucoup de lissage quand même. Celle-là c'est la photo suivante. Alors donc tu as vendu la mèche, je trouve elle est magnifique ça. C'était où? Dans le quartier du bâtiment? C'est pareil, c'est au même endroit exactement. Et je trouve ça magnifique, celle-là elle est superbe cette photo. Comme quoi c'est important la personne qui est derrière, elle est encore là pareil. C'est ça la différence, c'est le truc le plus vexant pour un photographe, c'est quand on te dit vous faites de belles photos, vous devez avoir un bel appareil qui coûte cher. Mais c'est vrai que ça coûte quand même cher un iPhone 11 Pro, mais quand même bien moins cher que l'ensemble que tu nous as amené de chez Panasonic. Alors tu nous as préparé également un vrai face-à-face, donc dans le même plan on a 2 photos de plan large, si on peut les diffuser, et tu verras, et alors concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de plan large? Est-ce que tu vois toi une vraie différence entre l'iPhone et le fameux Lumix? Là, c'est intéressant de poser la question justement aux gens qui nous regardent, si à leur avis, c'est la première ou la deuxième photo qui a été faite avec l'iPhone. Alors, est-ce que c'est la première ou la deuxième qui est faite à l'iPhone, Guillaume et Bertrand, vous savez de bêta-tester, la première, est-ce que c'est l'iPhone ou c'est la deuxième, l'iPhone? Celle du haut où on a le moins de dynamique dans l'image, je dirais que c'est le Panasonic, parce qu'on a en bas un traitement qui est très Apple on fait ressortir la dynamique de l'image dans à la fois le ciel et la rue. Alors, en fait, exactement. Tu es d'accord, Guillaume? Je suis à 100% d'accord avec toi, Guillaume. Donc à gauche, c'est le Panasonic et à droite, l'iPhone. Vrai ou faux? Alors oui, en effet, c'est la deuxième photo qui a été faite avec l'iPhone. C'est quand même très très bon quand même. Alors juste pour remettre un petit peu un bémol par rapport à ça, j'ai choisi de faire du JPEG direct dans le boîtier et de pas du tout travailler en post-production dessus, parce que bien entendu on peut aller au-delà. Là j'ai quand même enregistré du RAW, peut-être que je t'enverrai une photo retravaillée pour te montrer jusqu'où peut aller derrière avec un vrai bon logiciel de traitement. On peut aller jusque là, mais c'est vrai qu'Apple a travaillé justement sur la gestion de la dynamique de l'image et sur la gestion des ciels. On voit que, du reste, vous pouvez vous amuser. Les dernières générations d'iPhone, vous faites une photo, il y a du ciel, il est toujours bleu, il fait toujours beau. Donc ça, c'est du traitement, c'est vraiment de la partie logicielle, mais ça marche très très bien. Et j'ai envie de dire que c'est sur ce type de photo, plutôt sur des plans larges. Là, on n'est pas sur l'ultra grand angle, on est sur le grand angle standard. C'est sur ce type d'image que, à mon avis, ça devient difficile de différencier vraiment ce type de caméra, parce que pour moi c'est devenu une vraie caméra. Le marketing d'Apple en tous les cas. Sourire quand on fait des photos avec un iPhone. Caméra, photo et vidéo, j'insiste là-dessus, en mode anglo-saxon. Donc après un plan large, une vue relativement panoramique, tu as choisi de nous tirer 2 portraits de la même personne. Alors vous avez d'abord la première photo, la voici, à gauche et à droite. Une nouvelle question à Guillaume. Et à Bertrand, quel est l'iPhone, quel est le Pana? Moi, je dirais que l'iPhone est en haut et que le Pana est en bas.
Donc gauche et droite, puisque ce sera gauche et droite au final. Alors Ouais. gauche, l'image est un peu, c'est vrai que la profondeur de champ est un peu différente, hein. Exactement. L'image est un peu moins lumineuse peut-être, celle de gauche. Donc pour toi, ce serait l'iPhone. Vrai ou faux, Emmanuel? Alors oui, c'est vrai, on le voit très très bien. Donc déjà, on peut remercier mon amie comédienne Laure Schmitt qui s'est prêtée au jeu de poser. Merci Laure. Donc la première photo, c'est le mode portrait avec activé le mode portrait studio qui a tendance à justement embellir un petit peu l'éclairage de face et à jouer avec ce bokeh, donc ce gestion du flou à travers un détourage qui pour moi reste encore un petit peu trop artificiel. Et sur la deuxième photo, on voit bien entendu toute la beauté de la partie optique. Là qui fait vraiment la différence. Ouais. C'est plus sur le détail. On a quand même un objectif. Ouais, l'objectif tout seul vaut le prix du téléphone. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que sur ce genre de détails, là, on a une ouverture à f1.4 en plus. Donc c'est vraiment... on a un côté très crémeux, très doux. Et on voit une progressivité aussi sur la profondeur, c'est-à-dire que le flou est vraiment beaucoup plus progressif et c'est là qu'on va pouvoir faire la différence entre une photo qui est faite avec un bokeh artificiel de celle qui est faite avec un vrai bokeh optique. Alors regarde, ces comparatifs entre, je dirais, iPhone et appareil photo, il y en a pas mal qui ont été faits sur YouTube. Ça a amené une réaction de Vincent sur Twitter. Oui, ça rend toujours bien sur YouTube ces comparaisons, mais quand on a les deux photos en réel devant soi sur son ordi, c'est bien le jour et la nuit. Et je ne parle pas de tirage papier. La richesse d'une photo avec un grand capteur est indétrônable. Qu'en est-il vraiment si tu avais vraiment travaillé la photo dans Lightroom? Est-ce que tu voyais vraiment une différence? Est-ce que tu es aussi catégorique que Vincent? Si, après il y a des règles mathématiques, on est quand même sur un capteur 12 millions de pixels, donc il y a un moment où si on fait en effet un tirage photo et qu'on commence à tirer dessus pour faire du grand format, en effet on va être un peu pénalisé sur la partie iPhone. Mais c'est pas aussi criant que cela quand même. C'est pas aussi criant. Les années précédentes surtout, c'est vrai que l'écart se diminue, mais c'est surtout que l'avenir, ça va de plus en plus vite, donc l'écart va se diminuer de façon la courbe, à mon avis, elle est exponentielle. On est au début d'un process, messieurs Guillaume et Bertrand, sur Skype, de la capacité d'amélioration des algorithmes, de l'intelligence propre aux iPhones et d'iOS aujourd'hui. Il y a juste un truc qu'il faut préciser, je pense, c'est que, breaking news, les iPhones, même s'ils ont de bons appareils photo, ne sont pas faits pour les professionnels de la photographie. Ça reflète la philosophie qu'Apple a toujours eue, c'est de faire un outil pour la majorité du public, qui donne de bons résultats pour le plus grand nombre, dans la plupart des cas. Mais évidemment pas dans des cas de niche où on va aller chercher, nous, pour piéger l'appareil, une caractéristique, une typologie d'image qu'on aura du mal à obtenir avec un petit capteur comme ça. C'est pas fait pour nous, c'est pas pensé pour nous. Et c'est contre ça qu'on se bat, Bertrand et moi, parce qu'évidemment on se connaît depuis quelques années, dans le monde Apple, c'est que nous on est en train d'essayer de faire rentrer un pied un peu trop gros dans une chaussure trop petite en disant c'est un outil génial et on a besoin d'artifices et de bricoler des trucs autour pour l'adapter à des besoins professionnels, mais on a tellement envie d'utiliser parce que c'est tellement top qu'on fait l'effort de faire ça. Mais sur la photographie, je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel, voilà, ton pannin c'est 5500 balles. Avec, si tu veux obtenir des résultats qui sont comparables, si on reprend le plan de rue que tu as fait en plongée dans Paris, oui, il faut le shooter en RAW, il faut passer du temps dans Lightroom derrière. Certainement, tu pourras faire exactement ce que tu veux et obtenir le résultat, mais le quinquin qui a acheté son iPhone, qui fait sa photo parce qu'il est en vacances, qui a tout de suite une photo qui a de la gueule, il sera content et c'est ça l'objectif d'Apple. Ouais. Manuel, réaction ? Mais moi je valide totalement, c'est-à-dire que je suis intimement convaincu que l'écart se creuse et que pour l'utilisateur lambda que je suis moi-même quand je pars en vacances, j'adore avoir tout ça dans ma poche. J'ai passé beaucoup de temps par exemple avec les générations précédentes à simuler un peu du HDR. On dit tout ça, c'est l'iPhone. Hein, oui, avec un logiciel comme Snapseed par exemple, qui était un logiciel qui a été racheté par Google, qui permet de faire du traitement et d'avoir des choses très très intéressantes directement sur l'iPhone. Et aujourd'hui, c'est vrai que on appuie sur un bouton, on dégaine, on appuie sur un bouton, on a une image qui est relativement incroyable, quoi. Alors, il y a un point important qui est évoqué toujours sur Twitter par Victor Meunier cette fois-ci. Pour moi, la question est mal posée, la question de départ du sondage de la semaine. Est-ce que l'iPhone va détrôner les appareils photo numériques
Réflexe ou hybride, ça dépend de la situation et de la photo souhaitée. Dans certains cas, un smartphone est clairement meilleur qu'un boîtier, notamment quand la discrétion et l'agilité sont primordiales. Dans d'autres cas, le boîtier reste meilleur. On en parlait hier, parce qu'on était, ou avant-hier, sur le Satis à Paris avec Bertrand. La discrétion, que ce soit pour la photo ou la vidéo d'ailleurs, c'est un point important pour réussir un cliché ou une vidéo. Alors effectivement, Olivier, la taille du téléphone change et cette taille de téléphone nous permet de raconter les histoires autrement. Moi, j'aime bien dire à tout le monde que lorsque GoPro sort une GoPro, et pourquoi on n'a pas pris une GoPro et pourquoi on n'a pas mis un micro-main et pourquoi on n'est pas allé faire des interviews dans la rue. Non, on met la GoPro sur son casque et on part dans les bois parce que on accepte d'avoir cette image de cette manière-là et qu'une grosse caméra ne nous permettrait pas de faire ça. Par contre, lorsqu'on a un iPhone, c'est bien de faire du mojo, mais si c'est pour faire exactement ce qu'on fait avec une grosse caméra, là on se plante complètement sur toute la ligne. Au-delà de la discrétion, c'est un point important. On sait que parfois, un public qui n'est pas averti, qui n'a pas l'habitude d'être pris en photo, d'être filmé, peut être indisposé et intimidé par un gros appareil ou une grosse caméra. Alors moi, c'est quelque chose que je travaille depuis très très longtemps, parce que j'ai, dès le départ, dès l'arrivée des formats vidéo 8, H8, des petites caméras, alors que j'ai été formé avec des grosses Betacam, j'ai trouvé justement que ça avait un intérêt de filmer et de photographier avec des petits outils, parce qu'il y a le rapport psychologique avec la personne que tu vas filmer. Et quand on a un outil comme ça, c'est en effet, il y a un truc qui est un peu impressionnant. Donc ça casse un peu l'appréhension, puisque moi j'ai toujours dit filmer avec des outils de belle-mère de vacances, tu vois. Donc, et c'est vrai que ce côté-là est très très intéressant, parce que ça permet d'une proximité. Les gens ne te prennent pas forcément au sérieux. C'est vrai. Et du coup ils se disent bon, c'est pas grave, il n'y a pas de risque. Alors que quand tu débarques avec ça, voilà. Par contre hier par exemple, je faisais des photos sur le photocall d'un festival de cinéma sur Paris Cours-Devant, et forcément là j'avais besoin d'avoir un truc qui m'apporte un peu plus de statut, tu vois, qui montre que je suis photographe. Voilà. Il y a quand même, messieurs, un côté statutaire dans ces gros objets. Quand on sort, on peut appeler ça un concours de zizi, très clairement. Oui, c'est dans le monde de la télévision. Moi j'ai besoin d'une grosse caméra sur l'épaule pour exister, j'ai besoin d'un gros boîtier pour socialement me faire accepter en tant que professionnel dans ce que je fais. Tout ce qu'on oublie, c'est la valeur intrinsèque de ce qu'on photographie. C'est l'histoire qu'on raconte qui est importante. C'est pas l'outil. Il y a toujours une course. Ah, t'as combien de pixels, c'est quoi ton ouverture, combien tu fais en rafale. Douaneau, il a fait des photos extraordinaires avec un 50 mm et toute sa carrière. Ouais. Donc c'est ça qui est important en finalité, c'est le savoir-faire du photographe, de celui qui est derrière l'objectif, c'est son regard. Je comprends très bien quand Emmanuel dit, quand je vais sur un shoot et que je me vends en tant que photographe professionnel, j'ai besoin de me ramener avec du matos, ça c'est parfaitement compréhensible. Mais quand on va aller faire des photos ou des reportages ou pour soi, ou que ce soit de presse ou de communication ou autre chose, l'intérêt c'est de faire le job et on prend le meilleur outil adapté pour le job. Parfois c'est l'iPhone, parfois c'est un réflexe, mais il n'y a pas de logique de remplacement des outils, c'est complémentaire. C'est un nouvel outil dont il faut, qui a un avantage gigantesque, c'est d'être dans sa poche tout le temps et qui en plus, ça tombe plutôt bien, fait des photos et des vidéos pas trop dégueu. Le plus important, on le disait tout à l'heure, tu as raison Guillaume, avec Emmanuel, le plus important reste le talent, qu'on soit derrière un écran d'iPhone ou un viseur d'un gros appareil professionnel. On en restera là pour le face-à-face question photo entre l'iPhone et des hybrides ou des réflexes. Avant de parler de vidéo avec Guillaume et Bertrand, place au busomètre. Le busomètre, c'est les rumeurs qui ont le plus, ou les infos qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple sur le site Mac Forever, et en l'absence, encore une fois, cette semaine, du Didier Policani, qui lui aussi n'arrête pas de prendre des photos et des vidéos, il est très occupé, croyez-moi. Il nous a préparé donc 5 rumeurs. La première, le lancement d'Apple TV+, c'était l'événement la semaine dernière, qui était sorti donc le 1er novembre, vendredi dernier. Un démarrage timide du service de streaming de séries d'Apple. Il y a pas mal d'analystes qui ont essayé de comparer effectivement le lancement, les audiences, le taux de satisfaction par rapport à Netflix, et il semblerait que le démarrage soit un petit peu poussif. Bon, c'est encore un petit peu tôt quand même, au bout d'une semaine, de tirer quand même une conclusion, mais c'est vrai que ça a beaucoup buzzé autour de ça. Moi, personnellement, j'étais un peu plus embêté parce que je suis abonné chez Free, ça marchait pas, avec une incompatibilité avec l'IPv6 notamment. Il a fallu attendre 48 heures pour que ça soit débloqué par Apple. Et je trouve plutôt que la qualité est là, tant que par la forme et le contenu. Messieurs, je ne sais pas si vous avez essayé, Emmanuel.
Ouais, moi j'ai commencé à regarder Si et Morning Show, je crois. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Morning Show. Ouais, et je trouve ça chouette. En effet, il y a une belle qualité. Moi aussi, j'ai eu le bug IPv6. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal. En effet, faut laisser le temps, quoi. Ouais, Guillaume, je sais pas. Oui. Forcément, on a eu ça gratos avec l'iPhone 11, donc autant regarder. Mais je trouve que sur l'interface, alors on peut parler des contenus si vous voulez, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Effectivement, Morning Show, ça démarre plutôt bien. For All Mankind, c'est un peu mou, mais c'est bien fabriqué. Oui, il faut monter en puissance quand même, il faut laisser du temps. Il y a des grands noms, mais il y a des choses très frustrantes quand on est habitué à Netflix. Et moi, j'habite en Finlande. Moi, j'ai tout le monde. J'ai HBO, j'ai trois VOD locaux. Ça a beaucoup de chance. Netflix, il y a Disney déjà qui est là, il y a Apple. Donc, tous les ricains, ils se servent de la Scandinavie comme marché test en Europe. Donc, je regarde tout ça avec intérêt. Et dans l'interface de base, il y a des manquements. C'est le fait de ne pas pouvoir skipper, donc passer outre, par exemple, les crédits en début. Il est insupportable, ce générique du Morning Show. Donc voilà, c'est plus la fonctionnalité qui m'embête. Après, sur les contenus, c'est des affaires de goût. Bertrand, de ton côté, on pouvait craindre que ce soit un peu trop béni oui, un peu trop gentil, parce qu'Apple n'aime pas la violence, n'aime pas trop quand il y a trop de sexe, etc. Et quand on voit Morning Show, moi je suis assez rassuré. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Bertrand. Ah, complètement. Et je pense quand même que c'est un bon vecteur de promotion de la créativité parce que Apple va nous permettre de voir des réalisateurs, de jeunes réalisateurs. On va leur donner des moyens. Et je pense que comme Netflix l'a fait à son tour et continue à le faire, et je pense que c'est une bonne chose en tout cas dans ce sens-là. Mais je suis d'accord avec vous. J'ai un petit peu le sentiment que voilà, faudra pas que ça devienne un outil de promotion des produits d'Apple. Allez, deuxième rumeur, rien à voir avec le monde de la télé. On revient à l'image avec Photoshop qui débarque enfin sur iPad, qui avait été annoncé il y a des mois par Apple. Il est désormais disponible. Et on enchaîne tout de suite avec la troisième rumeur qui est 20 millions d'iPhone SE2 vendus en 2020. Donc c'est encore une prévision de l'analyste Ming-Chi Kuo qui sort pas mal de choses sur Apple ces derniers temps, même s'il n'est pas toujours juste sur les dates, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc 20 millions d'iPhone, je dirais, du modèle à bas coût. C'est pas un iPhone low cost, mais ce serait un iPhone 8 avec les composants d'une dernière génération d'iPhone. Quatrième rumeur, c'est pas une rumeur, c'est une info. La bio de Lisa Brennan-Jones, la fille de Steve Jobs, traduite en français, qui est arrivée mercredi dans les librairies. Regardez, il est arrivé, il est là, il n'y a pas d'orange. Ça s'appelle tout simplement Petite chose. C'est ainsi que Steve Jobs surnommait sa fille. Je vous conseille vraiment sa lecture. C'est loin des articles et des interviews qui ont pu être faits un peu racoleux, je dirais, autour. Il était radin, il était pas gentil avec sa fille. C'est un peu plus compliqué. Une relation père-fille, c'est toujours un peu compliqué. Je suis bien passé pour le savoir. Mais surtout quand on n'a pas vu grandir sa fille. Vous allez voir, c'est quand même un éclairage intéressant. C'est vrai que c'est un garçon difficile. On y reviendra, j'espère, dans cette émission, avec, j'espère, Lisa Brennan-Jones. Un jour dans cette émission, s'il faut aller à New York, nous irons la voir. Je m'adresse à la personne qui va se reconnaître. Voilà. Cinquième rumeur, Mac Pro, MacBook Pro 16 pouces au Final Cut Pro 10 Summit. Alors là, on désespère de le voir arriver, ça, ce Mac Pro. Emmanuel, là, il y a cet event qui est réservé aux professionnels de la vidéo. Ce serait assez logique. C'est vraiment un produit que j'attends comme le Messi. Tu avais le Mac Pro ancienne génération. Ouais, j'ai le 15 pouces. J'ai eu le 17 pouces que je regrette beaucoup. Et c'est vrai que pour les professionnels de l'image, ça peut être un vrai plus, ce Mac Pro. Ouais. Et surtout, pour moi, pour les pros, c'est vraiment la machine de la dernière chance. Apple, c'est un peu égaré. Le terme est faible, messieurs. On en parlait. Je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. Si j'ai le droit de dire un mot là-dessus, moi, je trouve que l'iMac Pro est une machine extraordinaire. Moi, j'ai ça depuis plus 1 an et demi. Entre-temps, on a eu le Mac Pro cylindrique quand même. Si, je trouve ça mieux que le Mac Pro cylindrique, clairement. Mais attendre 4-5 ans pour le sortir un iMac Pro alors que le produit existe depuis si longtemps, c'est un peu frustrant. Il aurait pu sortir il y a 5 ans l'iMac Pro, si tu veux. Alors, mais oui. Si je peux me permettre, je vais vous donner un avis. Moi, Bertrand. j'ai ici, dans nos studios, j'ai des journalistes, on a des stations de montage et on a équipé certains de nos stations de montage de Mac Pro. Et franchement, Monsieur Apple
Quand est-ce que tu nous sors un Mac Pro dont la carte graphique est compatible avec, par exemple, After Effects, où les pilotes CUDA sont pris en charge? Je trouve qu'à un moment donné, mettre autant d'argent dans une machine où on ne peut pas faire de rendu en temps réel en s'appuyant sur les pilotes CUDA, et puis on nous dit « Ah bah non, mais c'est pas pris en compte », je suis désolé, un Mac Pro, on sait à quoi ça doit servir. Ici au studio d'On refait le Mac, quand on utilise un Mac Pro pour le montage de l'émission, on veut faire un simple export en H264, comme le Xeon et la carte mère n'est pas du tout optimisée pour ça, ça met des plombes, ça va plus vite avec un iMac ou avec un MacBook Pro, c'est dingue, alors que la machine vaut 4 fois plus cher. Essaye sur l'iPad. Essaye sur l'iPad. On va essayer peut-être sur l'iPad. Ça marche très bien avec un iMac Pro qui est une machine équilibrée, silencieuse, qui fait de la vidéo. Mais c'est pas la flexibilité du Mac Pro qui va arriver, c'est sûr qu'il va répondre à d'autres marchés. Mais moi, je vais pas me jeter dessus quand il va sortir. Je suis très content de l'iMac Pro. Je suis d'accord avec toi, Guillaume, mais pour moi, l'iMac Pro, c'est une machine de transition. Ils se sont plantés avec le Mac Pro, et pour faire patienter un public, ils ont sorti l'iMac, mais ils ont beaucoup à se faire pardonner. Pour moi, véritablement, cette machine modulaire que tout le monde attend est véritablement la machine de la dernière chance. Parce qu'en plus, tu as vu tous les problèmes qu'il y a sur le MacBook Pro. On pourrait tenir des heures sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'iPhone et aussi de caméra. Mais avant, un mot au sujet de notre sponsor cette semaine. Il s'agit bien sûr de SanDisk qui a souhaité parrainer cette émission, car le spécialiste des cartes mémoire a proposé également des disques SSD pour les pros de l'image et de la vidéo. C'est le cas de l'Extreme Pro portable SSD. C'est un disque USB-C très compact qui résiste au choc, à l'eau et à la poussière. Il est également rapide avec des débits jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde. J'aime beaucoup le look. Il est vraiment tout terrain. Mais jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde en lecture. Bref, du sur-mesure pour partir en reportage. Merci à SanDisk de nous soutenir. Voilà pour le bisomètre, voilà pour la page couleur. Après les photographes, ce sont les caméras pro qui sont dans la ligne de mire de l'iPhone et de ses concurrents. iPhone, les TV s'y mettent déjà. En préambule, messieurs, l'iPhone 11 Pro propose-t-il une vraie avancée au risque de la vidéo? Est-il le meilleur de la catégorie? Allez, on va commencer avec Guillaume. Oui, pour moi, oui, en sa qualité de plateforme. C'est-à-dire que c'est à la fois une caméra, un banc de montage et puis une plateforme de transmission. C'est le plus équilibré. On trouvera des téléphones Android qui auront une meilleure caméra que l'iPhone 11 Pro. Ça commence à devenir difficile, effectivement, depuis la sortie de ces nouveaux capteurs, mais ça va venir parce que c'est un point de compétition qui est tellement exacerbé entre les fabricants de téléphones que forcément ça va arriver. Mais c'est la force de la plateforme Apple. À France Télévisions, par exemple, on n'utilise que des iPhones quand on fait des tournages au smartphone, à de rares exceptions près. Parce que cette cohérence de la plateforme. Nous, ce qu'on attend le plus, ça va être le multicam et le fait d'enregistrer 2 streams vidéo simultanés. Ce ne sera pas d'ailleurs réservé à l'iPhone Pro, puisque ça marchera sur l'iPhone XS aussi, mais c'est ce qui a été annoncé durant la keynote d'Apple sur scène par les gens de Filmic. Et pour l'instant, ça n'existe pas. C'est annoncé pour début 2020. On a vu une démo. Olivier, tu me disais que tu as pu le tester et que Apple t'a fait tester ça. C'est 2 flux HD, c'est pas de la 4K, mais on aura 2 caméras, on pourra choisir caméra selfie, caméra arrière, une des 3, en même temps on enregistre. Et je pense que ça, en termes d'écriture vidéo, ça va changer la donne et que donc ça va être un outil pour les raconteurs d'histoire que nous sommes, très intéressant dans l'audiovisuel. Bertrand, de ton côté, l'iPhone 11 Pro, c'est vraiment le meilleur de sa catégorie? Est-ce que j'ai besoin de te convaincre? Non, t'as pas besoin de me convaincre. Par contre, je voudrais rajouter 2 ou 3 petites choses. Le premier, je voudrais vous dire qu'on a ouvert des Samsung, on a pris des Samsung de même génération, on les a ouverts, on les a cassés un peu comme iFixit. Et ce qui est très étonnant, c'est les compromis qui sont faits dans la même marque, dans la même série, par un fabricant uniquement pour des questions d'argent. Lorsque vous voyez le cours de la mémoire qui grimpe, vous les ouvrez, vous voyez que c'est plus la même mémoire qui est dans deux téléphones de la même marque, de la même série, du même fabricant. Et la même chose se produit sur un certain nombre des chipsets. Et vraiment l'intérêt, c'est que chez Apple, il n'y a pas de compromis autour de ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment sortir une couche logicielle et une couche matérielle fabriquée dans les mêmes locaux par les mêmes personnes avec une véritable cohésion. Je suis tombé par terre. Et je pense que tout le monde est tombé par terre sur la stabilisation de ces optiques. Ouais. Sur le fait que ces optiques sont extraordinaires. Et avez-vous remarqué que lors de la prise de vue, cette stabilisation n'est pas active et qu'elle se calcule. Et encore une fois, on revient sur la puissance de calcul de ce téléphone. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais pas emballé par diffusion. Bien sûr, je suis très emballé par diffusion, mais je sais et je sens
qu'aussi bien dans la photo que dans la vidéo, Apple n'a pas encore appuyé sur l'accélérateur de la puissance de son CPU et que, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup du 10S Max avec ses problèmes de colorimétrie et qu'ils vont appuyer sur l'accélérateur pour nous en montrer encore plus et encore plus. Guillaume, tu voulais conclure ? Un des plus gros problèmes de l'industrie des médias aujourd'hui qui essaye de faire des vidéos sociales, c'est comment je fais un contenu et que je l'adapte sur différentes plateformes qui n'ont pas les mêmes formats. Il faut faire du 3:2 vertical chez Facebook, il faut faire du vertical tout court chez Insta, il faut faire du 16:9 sur YouTube, du carré ailleurs, etc. Et le fait d'avoir 2 flux simultanés, même si on ne fait pas du recadrage en live, on peut faire du recadrage en post après pour adapter ces formats-là, parce qu'on pourra plus facilement adapter le grand angle, par exemple, au vertical, en gardant le 16:9 sur une optique sur le 26 mm de l'iPhone 11 Pro. Donc il y a des effets collatéraux aussi. C'est pas simplement recadré comme on le tourne classiquement aujourd'hui, c'est de voir qu'on a 2 flux vidéo qui peuvent être exploités différemment pour des produits différemment en post-production. Est-ce que l'iPhone 11 Pro va pouvoir remplacer une vraie caméra de télévision ou de caméraman ? On a vu des pubs d'Apple tournées à l'iPhone, on a vu des longs métrages tournés à l'iPhone, comme le dernier film de Claude Lelouch. Il était cette semaine au Satis et on l'a loupé. Allez, on a merdé avec Oscar cette semaine. On a raté l'interview de Claude Lelouch, on a adoré la voir. Là, on jette encore une bouteille à la mer. On voit également des nouvelles catégories de journalistes, les fameux Mojo, Guillaume. Alors Guillaume, question simple, a-t-on encore besoin de se balader avec une caméra, une perche de micro, une valise parfois comme autrefois satellite pour un reporter, ce qu'on appelait encore des journalistes reporters d'images? Je vais faire exactement la même réponse que les résultats de ton sondage Twitter, ça dépend. C'est dans 95% des cas, je dirais non. On peut utiliser un iPhone. Après, ça va être la personne qui est derrière. Est-ce qu'elle a été capable de le faire? Est-ce qu'elle a été formée pour le faire? Est-ce qu'elle a aussi l'audace de le faire? Parce qu'on en est là. Je pense que pour raconter des histoires, techniquement, oui. Techniquement, ça peut, dans la majorité des cas, pas tous, mais dans la grande majorité des cas, remplacer une caméra. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir la flexibilité de capter quelque chose quand on n'a pas cette fameuse caméra. Parce que les caméras de 10 kg, moi, je ne me trimballe pas avec ça dans la poche tout le temps, même si d'accord. Voilà, un peu par ça. Ouais. Et la deuxième des choses, c'est de créer des contenus avec les smartphones pour les smartphones. C'est que la consommation des médias aujourd'hui, en Finlande où j'habite, on consomme plus de VOD que de télévision linéaire. Et une bonne partie de cette VOD est consommée sur tablette et sur téléphone mobile. Ouais, bien sûr. Donc, mais pour bien comprendre, Guillaume, quand tu dis que tu formes aujourd'hui les équipes de France Télé, notamment dans des endroits exotiques, et on aimerait un jour t'accompagner, juste pour que tu nous formes nous aussi, bref, façon, tu les formes pour faire des vidéos d'antenne, à l'antenne de ces radios et télévisions d'outre-mer, enfin plutôt des télévisions d'outre-mer, ou c'est pour le web concrètement? Les deux, en général, c'est de faire des choses qui soient adaptables sur les deux. Ce ne sont pas les mêmes produits parce que la narration, c'est pas la même sur les réseaux sociaux. Ça dépend encore du réseau social qu'on va utiliser pour publier la vidéo et à la télévision. C'est de pouvoir avoir un matériau brut qui est exploitable sur un maximum de plateformes aujourd'hui. On peut très bien tourner avec une application comme City Pro, avec Filmic, avec LumaFusion, des choses qui sont faites City Pro pour la télévision, parce que notamment un des gros problèmes, c'est la cadence de captation d'image. C'est un peu technique et chiant, mais en gros, c'est des Américains qui ont conçu les téléphones ou des Coréens. Chez eux, c'est du 30 images secondes. Chez nous, c'est du 25. Manque de bol, ça passe pas dans le tuyau. Donc, il faut trouver un truc. Et il y a des bidouilleurs comme Bertrand, comme les gens de Filmic, qui nous ont offert ça, à nous, aux professionnels de l'audiovisuel européen, pour faire ça. Donc, c'est possible de faire de la télé. Je pense pas que ce soit une finalité en soi, mais que c'est une bonne caméra. Imagine, quand avant une équipe tournait, je sais pas, on va péter une tour en banlieue. On écroule une tour des années 50 et on va reconstruire à neuf. Cette tour s'écroule. On avait un angle de caméra avec la caméra de reportage attribuée. Maintenant, tu as un JRI, tu as un rédacteur qui chacun a un téléphone. Tu te retrouves avec 3 angles de caméra et tu peux enrichir ton histoire. Donc, c'est un mix. C'est pas une logique de remplacement. On a un outil, on a des caméras en plus. Je me travaille avec un 11 Pro, j'ai 4 caméras en plus dans ma poche par rapport à une caméra de reportage, mais de temps en temps, je vais avoir besoin de prendre la caméra de reportage encore. Bertrand, avant que tu nous présentes plus en détail City Pro, parce que toi, ton pari, il est plutôt réussi d'ailleurs, de t'adresser au broadcast et aux chaînes de télévision. Tu me disais en préparant cette émission que tu te heurtais aussi à des freins culturels propres à ces chaînes de télévision, en France ou ailleurs d'ailleurs, qui fait que
Je me souviens, moi, quand j'ai commencé dans ce métier il y a quelques années déjà, sur une grande chaîne nationale et régionale, elles ne sont pas très nombreuses, vous trouverez facilement, un journaliste n'avait pas le droit de toucher un banc de montage ou une caméra. Il y a des statuts pour ça. Donc, leur dire, tu prends l'iPhone et tu fais tout, ça doit être un extraordinaire choc culturel aujourd'hui pour ces grandes chaînes. Guillaume. Bertrand. Tout à fait, Olivier. Cet outil-là, aujourd'hui, nous permet à d'autres de pouvoir partager leur passion, de pouvoir aussi être producteur de contenu, à tout un chacun de pouvoir devenir un peu producteur de contenu. Attention, il y a un langage audiovisuel, celui-là, il faut l'apprendre, celui-là, il faut le maîtriser, ou il faut peut-être même, justement, utiliser l'iPhone et utiliser sa mobilité pour le réinventer. J'ai un de mes journalistes, un jour, il me dit, je vais faire un match de foot avec l'iPhone. Je lui dis, non, mais t'es complètement taré, il y a largement ce qu'il faut sur les étagères, tu devrais prendre plutôt une caméra d'épaule Panasonic avec un optique et qui va te plaisir et de pouvoir faire ça correctement. Ouais. Et il me dit, écoute, je vais te surprendre. Vous savez quoi, il m'a ramené des images que je n'avais jamais vues dans un match de foot. Et je n'ai jamais pu, moi, avoir une caméra qui soit sur le terrain et qui, à la mi-temps, rentre dans les vestiaires quand tu as quasiment 20, 25 ou 30 degrés d'écart entre la température du terrain et la température dans les vestiaires. Vous imaginez que les optiques se remplissent de buée et qu'en 15 minutes, il est impossible de filmer quoi que ce soit. Ce sujet, il l'a terminé dans la douche avec les footballeurs, tellement il s'est fait 100% oublier et je n'ai jamais vu une ambiance de vestiaire de cette manière-là. Il ne s'agit pas d'opposer les outils, c'est pas fait pour faire la même chose. Une caméra télé, c'est génial, ça a une batterie interchangeable, ça a un média interchangeable, ça a une profondeur de champ quand on va aller chercher en fond de focale pour détacher le décor de l'interviewé qui est top. On ne peut pas faire ça avec un téléphone. En revanche, avec un téléphone, on peut faire plein de trucs dont la caméra est parfaitement incapable, plus vite généralement et tout le temps. Donc, c'est pas une guerre. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Ça dépend de ce qu'on veut raconter, encore une fois, comme histoire. C'est ça qui compte. Alors, c'est un complément. Oui, Bertrand, concrètement, quelles sont les chaînes de TV qui t'ont fait confiance et qui ont basculé, ou du moins adopté, c'est pas un remplacement, vous l'aurez compris, pour certains en tout cas, ou pour certaines, et adopté City Pro. Il y a certaines chaînes qui ont fait le choix du tout iPhone. Tu me parlais de BFM Paris, je crois. Je peux te citer BFM Paris, qui est une chaîne de télévision 100% tournage au smartphone. Je peux te parler de France Télévisions, qui a des licences, si tu me parles de City Pro, qui a des licences City Pro en utilisation. Je peux te parler de Canal+, qui, dans le cadre du Festival de Cannes, par exemple, utilise l'iPhone pour aller dans les soirées et être un peu en mode inside, justement comme on était en train de dire, pour être discret, pour se faire oublier, pour raconter et ramener des images différentes. Et grâce à l'iPhone 11 et sa capacité et sa plage dynamique, on aura encore moins de bruit, c'est encore plus intéressant. Je peux te parler de chaînes de télévision locales, je peux te parler de régions, je peux te parler par exemple de la chaîne WEO Picardie, je peux te parler de la chaîne que nous on a. Il y a aujourd'hui des médias qui se créent ou se développent en utilisant ces techniques-là, effectivement parce que c'est pas cher, parce que c'est moins cher, mais aussi parce qu'ils ont la capacité d'avoir des reporters qui sont capables de choper un truc très rapidement en sortant un appareil de leur poche. Et c'est accessoirement plus facile. Concrètement, parce que le temps passe, Bertrand, comment fonctionne, quel est le principe de ton application City Pro ? On en a beaucoup parlé, mais tu ne nous as pas fait de démo encore. D'abord, on n'a jamais créé City Pro pour le commercialiser, jamais. Je suis aussi rédacteur en chef et directeur technique d'une chaîne de télévision et j'ai regardé au quotidien mes équipes sortir, revenir et regarder ce qu'ils produisaient et je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait simplifier ou en tout cas leur proposer un outil complémentaire. On n'a pas trouvé d'outil qui correspondait à notre workflow en tant que journaliste et pour pouvoir produire des contenus et on a démarré la fabrication de l'application City Pro en interne exclusivement pour notre usage personnel et puis au bout de 3 ans, on a transformé cette opération en une opération pour le partager un peu avec tout le monde, parce que je pense que on a créé un outil qui est différent, on a créé un outil qui répond à un workflow, ça veut dire que tu crées un projet, une fois que tu as créé ton projet, tous tes rushs sont exactement à l'endroit où tu tournes. Toi, tu remercies Olivier SanDisk parce qu'ils sont partenaires dans ton émission. Moi, je remercie SanDisk parce que vous voyez cette clé, cette clé Lightning USB que vous pouvez découvrir là. L'Xpand Flash Drive, voilà. Exactement, on l'a injecté et bravo à SanDisk d'avoir inventé cette clé et bravo à SanDisk d'avoir accepté de travailler avec nous
pour pouvoir injecter cette clé au cœur de notre développement et nous permettre de dire, à n'importe quel moment, en vous passant de iTunes et en vous passant, on s'en fout de la plateforme sur laquelle on soit, Mac, PC, Linux, on va pouvoir exporter la totalité de son montage, on va pouvoir revenir dans Adobe Premiere Pro. En fait, la philosophie, elle est simple. Sur le terrain, tu tournes ton sujet, tu envoies déjà tout de suite un premier sujet sur les réseaux, et le soir, et quand tu rentres, tu exportes intégralement ton montage, tu le retrouves intégralement dans Final Cut, tu le retrouves intégralement dans Adobe Premiere, intégralement, grâce à cette clé. Et puis on est allé encore un petit peu plus loin parce qu'on s'est dit, les gens nous demandent de faire du live. Comment on peut faire pour faire du live? Et on a créé carrément non seulement un système de live qui embarque notre stabilisation, et je vous demande vraiment d'aller la tester et de vous rendre compte que le système de stabilisation qu'on a mis est une touche assez encore, bluffant. ça déchire. Ouais. Ça déchire. C'est bluffant. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Guillaume et ce que tu viens d'illustrer Bertrand, c'est que certes, entre guillemets, par rapport au coût et à l'architecture broadcast qui coûte une fortune encore aujourd'hui, on est bien placé on fait le Mac parce qu'on essaie de monter en gamme d'année en année et qu'on ne peut pas tourner à l'iPhone aujourd'hui malheureusement, encore. Et ça viendra peut-être un jour. Ça n'est en rien un usage low cost. Le journaliste, le monteur, le diffuseur retrouvent son architecture et la chaîne classique de production. Et c'est en rien un outil de production je dirais, low cost et qui amoindrit la créativité. C'est bien tout le contraire. Donc concrètement, si demain, moi, je veux m'essayer à ton application, je fais comment, Bertrand ? Alors, si tu es professionnel, tu contactes TRM, ils t'ouvrent un compte et tu as une licence démo de 30 jours gratuit qui va te permettre de pouvoir tester. Si tu es grand public ou tu n'as pas accès à la société TRM, tu vas sur l'Apple Store et tu peux très simplement le télécharger, prendre un abonnement, puisqu'on est sur le principe d'un abonnement. Et puisque l'occasion m'est offerte, je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie. Donc, c'est une poignée que l'on a créée. C'est un support de maintien pour l'iPhone, parce que comme vous le savez, un professionnel, la première chose qu'il va avoir comme problématique, c'est la durée de la batterie. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, mais regardez, je m'équipe, je prends un iPhone 10, il suffit de le poser sur le support et directement il est parti en charge, parce qu'on a imaginé, et c'est aussi une création que l'on a mis au point, on a mis des batteries dans les poignets, et grâce à ces batteries dans les poignets, on va pouvoir très simplement alimenter via une charge sans fil le téléphone. Du coup, on a pu libérer à 100% la prise Lightning qui se retrouve ici. Génial. On a des porte-griffes qui nous permettent de pouvoir revenir ici sur la prise Lightning avec des interfaces audio. On fait pas les choses. On fait pas les choses. On ne fait pas les choses comme tout le monde, ça veut dire qu'on prend contact avec Sarah Monique, on discute avec eux et on leur dit, voilà, un journaliste, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le retour audio. Il ne veut pas entendre le son qui rentre, il s'en fout presque du son qui rentre dans son étage d'entrée. Il veut être sûr que le son est bien enregistré, qu'on a bien le retour. Et on injecte le retour audio en temps réel à travers ça. Et je vais oser te relancer, mais brièvement, s'il te plaît, Bertrand. Ça coûte combien ? Bien sûr. C'est distribué chez TRM. Avec la partie interface audio, ça vaut 749 €. Et sans la partie interface audio, ça vaut 549 €. Alors, en clair, si après Apple, peut-être que c'est DJI qui va te racheter la prochaine fois. Méfie-toi, mais en tout cas, écoute, pourquoi pas. On va essayer, on essaiera le système avec plaisir ici On refait le Mac, parce qu'on va essayer de tourner un peu plus souvent. Avec l'iPhone, allez, dernier chapitre de cette émission. Que reste-t-il aux fabricants d'appareils photo et de cam face à l'iPhone ? Alors le marché de la photo, Emmanuel, revenons à toi, est en pleine mutation depuis plusieurs années. On a vu que le marché de l'appareil compact diminuait, avait tendance à disparaître d'année en année, parce que on n'a plus besoin de compact, tout le monde utilise l'appareil photo tout simplement pour faire des photos de famille. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les fabricants, les Canon, les Fuji, les Pentax, les Nikon, et j'en oublie, n'ont pas d'autre choix que de monter en gamme? Et même, tu me disais en préparant cette émission, même les réflexes ont du mal désormais à s'imposer, parce qu'il y a une autre génération, c'est ce que tu as posé devant toi, d'appareils qui est apparu, les hybrides. Qu'est-ce que, Emmanuel, les hybrides ? Les hybrides, alors c'est des boîtiers photo qui sont déjà hybrides dans le fait qu'ils font pour la plupart de la photo et de la vidéo dans une très grande qualité, mais aussi qui ont une visée qui n'est plus une visée réflexe, c'est-à-dire qu'on n'a plus de visée optique avec un système de miroir qui vient réfléchir l'image qui rentre, en fait la lumière qui rentre dans l'objectif
dans un réflexe va aller directement attaquer un miroir et après un pataprisme. Et donc c'est ça la visée réflexe, on appelle ça la visée claire aussi. Ici, c'est remplacé par un chipset, sur cette caméra-là, un chipset OLED. On a 5,7 millions de pixels qui vont donc afficher l'image que l'on voit. La grosse différence, c'est quoi ? C'est que on voit exactement le résultat de ce que ça va donner et non plus uniquement une visée. Voilà. Y compris en basse lumière, ça peut apporter beaucoup de choses. Donc c'est une technologie qui a été initiée il y a une dizaine d'années par Panasonic avec l'arrivée du G1. C'était en 2008 même, donc c'est un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à une vraie proposition chez tous les fabricants, pour la plupart des fabricants. Que ce soit Nikon, Canon, Fuji et d'autres. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un réflexe, concrètement ? Ça coûte pas forcément beaucoup moins cher qu'un réflexe. Ça peut proposer, ça a certains avantages. Il y a certains fabricants, c'est pas le cas de Lumix, puisqu'ils ont aussi les fameuses gammes G, GH, qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus compactes. On utilise à Aéronphénomac. Voilà, avec des plus petits capteurs. Ça permet surtout d'avoir ce côté hybride photo-vidéo. Puisqu'on peut utiliser aussi le viseur, la visée électronique pour pouvoir filmer. Alors c'est ça en fait aussi la signification du mot hybride, c'est-à-dire que ces appareils photo qui sont à l'origine des appareils photo dans la lignée de ce qu'était autrefois un réflexe, ce sont aussi des caméras, elles sont beaucoup utilisées en mode vidéo, tous les youtubeurs ont adopté des GH5 pour rien que pour eux, donc on utilise désormais de moins en moins de caméras de pointe, des fameux les caméscopes ou les Betacam d'autrefois, qui ont fait les beaux jours de Sony, Canon ou Panasonic. Donc là aussi, les tendances ont vraiment été bouleversées sur le marché de la vidéo professionnelle, où c'est plutôt ce type d'appareil qu'on voit aujourd'hui débarquer plutôt que la grosse caméra d'autrefois, ou carrément le gros, qu'on voit encore très souvent, le gros caméscope Sony ou Canon il y a encore quelques années. Ah, c'est vrai qu'il y a depuis l'arrivée du 5D Mark II qui a été lancé en 2008, il y a une vraie révolution. C'est le Canon, de chez Canon, ouais. C'était le premier à proposer. C'était un réflexe, donc il avait des limitations par rapport à justement cette histoire de ne pas pouvoir faire de visée. On ne pouvait regarder son image que sur l'écran arrière, puisque le miroir en fait est relevé sur un réflexe pour pouvoir balancer la lumière sur le capteur. Donc ça a été une vraie révolution. Ça a d'abord inondé les sociétés de production, les chaînes de télé. Enfin, il y a eu un vrai engouement. On a parlé de la miniaturisation et du fait d'avoir la possibilité d'avoir des outils de production qui soient relativement faciles à transporter. Et puis, ça permet aussi d'avoir une ouverture et des façons de créer du contenu vraiment différentes. C'est pour ça que c'est autant pratiqué sur YouTube. Parce qu'en effet, il y a ce côté pratique, le côté hybride qu'on peut trimballer partout et avec lequel on peut faire aussi des photos. Guillaume, tu l'as constaté, cette évolution, c'est les 5, 6, voire 10 dernières années, ces arrivées de ces hybrides. On l'a vu, on les voit partout sur le web. Qu'en est-il du broadcast ? J'ai tourné la semaine dernière à Helsinki une émission pour France 3 qui a été intégralement tournée avec 2 Sony Alpha 7 Mark III et aucune autre caméra. Donc c'est aujourd'hui très utilisé. Ça donne, à l'époque tout le monde était fou parce que quand le 5D Mark II est arrivé, on avait cette faible profondeur de champ qui permettait d'avoir des images qu'on n'avait jamais vraiment vues en télévision, parce que les capteurs des caméras de télévision 2 tiers de pouce ne permettaient pas de sortir ça sur les mêmes focales que le 5D. Donc ouais, les hybrides ont changé la donne sur les productions un peu léchées, pas sur le news. Sur le news, c'est chiant un hybride, on va pas utiliser ça. C'est pas fait pour. C'est trop encombrant, on n'est pas réactif, on a moins de latitude. Il faut se rendre compte que quand on fait de la vidéo avec un hybride, on est obligé de tourner avec un filtre vari-neutre devant, donc 2 filtres polarisants qui vont aller bloquer la lumière progressivement pour pouvoir maintenir sa profondeur de champ et obtenir l'effet pour lequel on utilise l'appareil, c'est-à-dire ce fond flou, ce fameux bokeh. Si tu l'utilises comme une caméra classique, tu vas la plupart du temps ne pas l'avoir ce bokeh, et à ce moment-là, ça justifie pas l'utilisation de l'hybride. Autant prendre un iPhone alors, ça ira plus vite.
Ouais, après, moi, je désespère pas de voir arriver, et ça va très probablement arriver aussi, le bokeh numérique sur la vidéo, et certaines applications qui le font déjà mal, donc on l'utilise pas. Mais Apple, depuis qu'ils ont lancé ça avec l'iPhone 7 Plus à l'époque, c'est il y a combien de temps, Bertrand? 3 ans, c'est ça? 3 ans, c'est ça, ouais. 3 ans. Ça a fait, même si Emmanuel nous disait tout à l'heure qu'il l'aimait pas trop, c'est vrai que c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 3 ans. Donc, voilà, on ne désespère pas de le voir arriver, mais si aujourd'hui on veut de la belle image, un peu documentaire, léchée, ou c'est vrai que ça se voit beaucoup chez YouTube, on parlait des YouTubeurs, ils commencent avec le téléphone, ils commencent avec ce qu'ils ont. Ils commencent peut-être avec le Wikio à 100 balles qu'ils ont dans la poche, et puis après, s'ils arrivent à gagner un peu d'argent avec, ils vont s'acheter un iPhone, et si ça continue, aujourd'hui, MKBHD, il tourne avec des caméras 8K, des RED à 250 000 balles pièce. Deux caméras pour un YouTuber, ça devient des boîtes de production, donc. Et on a commencé avec des Logitech, nous. Je dis rien. Voilà. On a bien peu grandi aussi. Emmanuel, pardon, tu reviens tout juste du salon de la photo qui se tenait cette semaine et qui se tient encore ce week-end à Paris. Quelles sont justement les dernières tendances et nouveautés que tu as de cette fin d'année, de manière générale, par salon, et qui ont vraiment rencontré un vif succès lors du salon de la photo, Emmanuel? Alors il y a plusieurs nouveautés. Donc il y a chez Nikon le Z50 qui donc la monture Z de Nikon, qui est la monture qui permet aussi, ça c'est aussi l'avantage de l'hybride, on n'en a pas parlé, mais le fait de ne plus avoir de miroir, ça permet de coller la monture de l'optique plus près du capteur. Donc ça permet aussi d'avoir des optiques beaucoup plus compactes, et Nikon, je trouve, a un cran d'avance sur la concurrence sur ce sujet. C'était celui qui était le plus en retard jusqu'à maintenant, qui n'avait pas vraiment pris ce virage-là de la vidéo professionnelle avec un appareil photo hybride ou réflexe. En fait, ils ont fait des choses plutôt pas mal, mais c'est pas qu'ils étaient en retard, je trouve qu'ils ont été timides. Voilà. Ils ont moins misé que Canon, Panasonic, ou même Sony qui est leader du marché. Non, Canon n'a pas du tout misé sur l'hybride de ce côté-là. Ils se sont réveillés. La grande révolution qui a commencé à surprendre, c'est il y a à peine un an, quand on devrait parler peut-être un petit peu de ça, c'est Sony est devenu le maître incontesté de ce marché. Qui a un grand la caméra professionnelle d'ailleurs. Voilà, ils ont dépassé notamment les ventes de réflexes sur le marché de l'hybride avec les Alpha 7 et toutes leurs déclinaisons. Ils sont passés devant Canon, qui était le maître incontesté de toutes ces années. Et Nikon est arrivé un petit peu aussi sur le tard, mais avec des propositions très intéressantes. Ils viennent de sortir donc une déclinaison avec un capteur un peu plus petit, donc APS-C, qui s'appelle le Z50, qui est, je trouve, qui mérite chez Nikon beaucoup d'intérêt. Oui, cher. Ça coûte pas très cher, ça vaut moins de 1 000 € le boîtier nu. Ah ouais, c'est pas cher du tout. Non, c'est très, très abordable, et ça fait de la vidéo 4K de très belle qualité, avec un mode selfie spécial vlogueur qui est assez intéressant. Voilà. Donc Nikon Z50, autre choix, le Lumix S1, tu en as déjà parlé. S1, S1H, S1R, j'en ai déjà parlé. Mais plein format, c'est une autre grande tendance aussi. On est vraiment là aussi sur du plein format, c'est quelque chose qui est... donc le plein format, je le rappelle, c'est exactement la fenêtre d'exposition du capteur 24-36 de ces fameux réflexes qu'on a depuis l'argentique. Autre choix après Nikon dans les choses, alors il y a Canon qui a annoncé un hybride qui s'appelle le RA, qui est une déclinaison de l'EOS R orientée astrophotographie, avec des spécificités. Là, c'est très, très niche, mais très intéressant aussi. Fuji, qui est un constructeur aussi qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années, puisqu'ils ont une façon de gérer leur colorimétrie qui est vraiment très intéressante. Je trouve que c'est... Tu sais, quand tu fais des photos, on a parlé du RAW tout à l'heure et du JPEG direct. Je trouve que quand on fait du JPEG direct et qu'on n'a pas envie de s'embêter dans les phases de post-production, chez Fuji, il y a un truc à part. Et ils ont sorti donc il y a quelques jours un boîtier qui s'appelle le X Pro 3, qui est un boîtier qui est génial pour moi parce qu'il va aller titiller l'aspect un peu nostalgique de ceux qui aimaient bien l'argentique. Et ils ont une gestion, la simulation de la pellicule qui est assez chouette, avec un écran qui se referme complètement et qui laisse apparaître un petit écran carré à l'arrière où tu vois si tu utilises de la Vielvia, de la
le fameux Acros, le noir et blanc de chez Fuji, qui était assez génial. Ouais. Autre constructeur, j'en profite, qui a annoncé quelque chose qui est sorti là en plein milieu début du salon de la photo, c'est Sigma qui surprend avec un petit boîtier qui s'appelle le FP, qui est un boîtier qui est à la fois un vrai hybride photo et cinéma. Là, ils y vont directement, parce qu'on va pouvoir faire via un SSD externe, on va pouvoir enregistrer du cinéma DNG, donc du RAW, en vidéo, et c'est une petite caméra qui va coûter 2000 €, capteur plein format aussi. C'est, je pense, le même capteur que ce qu'on a sur... c'est une caméra ou un appareil photo? C'est les deux. C'est les deux. Là, tu as un bouton cinéma et photo dessus. Alors que le dernier choix que tu as fait, je crois que c'est un Blackmagic, là c'est carrément une caméra. Un appareil photo auquel on a retiré les fonctions photo pour en faire une caméra. On est dans une ergonomie qui est plus proche d'un appareil photo, avec ce type de form factor, avec un grand écran LCD à l'arrière qui permet d'avoir un beau confort de visée, un enregistrement interne en RAW et qui enregistre en 6K aussi dans des prix qui sont absolument incroyables. Et là, on est plus sur une caméra qui est orientée cinéma. Je suis pas hyper fan de ce truc-là. La finition, l'autonomie. Il y a quelques remontées de bugs. Hier, j'ai croisé quelqu'un au Satis qui me disait qu'il avait une image qui était à bleu sur la moitié du capteur. C'est plus un constructeur qui vient du monde de l'informatique et qui prévoit des mises à jour régulières. C'est ça. Allez, dernière, parce qu'on est le temps passe et qu'on essaie de rester quand même dans un temps assez contraint. Et vous avez en une phrase, je sais que le challenge est très difficile pour vous. En conclusion, messieurs, quel futur pour les constructeurs d'appareils photo numériques au registre des réflexes et des hybrides? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour vraiment rivaliser avec l'interactivité d'un smartphone comme l'iPhone? Est-ce qu'il faudrait des appareils plus communicants? On pourrait penser à la 4G. Est-ce qu'il faudrait des OS plus ouverts pour lancer des applications? Allez, en une phrase, Emmanuel, et puis après on fait un tour d'horizon. Il y a déjà des constructeurs qui ont tenté de mettre des OS dans les appareils photo. Je pense qu'en effet, l'évolution sur la partie processing et logiciel, c'est quelque chose qui peut ouvrir un champ des possibles très intéressant. Donc oui, je pense que la partie processing et logiciel, c'est clairement la clé pour faire évoluer tout ça, parce qu'on arrive sur des produits qui sont relativement matures, et à part rajouter plus de pixels et avoir plus de performance sur l'autofocus, plus de qualité dans le viseur, je ne vois pas ce qu'on peut rajouter. Bertrand, de ton côté, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faudrait implémenter dans ces appareils photo à l'avenir? Olivier, je vais te suivre, des systèmes d'exploitation qui nous permettent de revivre ce que l'on a vécu avec le 5D Magic Lantern, des développements qui sont faits par des professionnels, des spécialistes, et qui permettent totalement de pouvoir changer les capacités d'un appareil tel que à dépasser ce qu'un constructeur à penser ou le réadapter. Plus d'ouverture sur le développement. Vous avez tous connu Magic Lantern. Et qui ne soit pas figé et qu'on ne puisse pas justement juste mettre à jour le firmware comme c'est la plupart du cas. Firmware aujourd'hui. De ton côté, Guillaume, pour conclure? Un savoir-faire logiciel, c'est évident, mais je ne suis pas certain que ça doit être la priorité, parce qu'il y a un marché pour eux, il restera un marché, parce que les gens qui veulent acheter ça, ce n'est pas pour faire des photos de vacances, c'est pour réaliser des contenus qu'ils vont publier, donc forcément transformer. Donc il y a une chaîne de production, même si elle est légère sur YouTube. Donc il faut qu'ils se concentrent juste à faire des caméras qui fonctionnent bien dans toutes les conditions de lumière, qui génèrent de bonnes optiques et qui fassent attention à la qualité des sables qu'ils utilisent. Et puis, et ça ira très bien pour eux, il y a de la place pour tout le monde. Allez, un mot au sujet de notre sponsor cette semaine, SanDisk, qui a souhaité parrainer cette émission, car le spécialiste des cartes mémoire propose également des disques SSD pour les pros de l'image et de la vidéo. C'est le cas de l'Extreme Pro, portable SSD, un disque USB-C très compact qui résiste au choc, à l'eau et à la poussière. Il est également rapide avec des débits jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde en lecture. Bref, du sur-mesure pour partir en reportage. Encore merci à SanDisk de nous soutenir. Allez, on passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Guillaume. Je vais pas être très original, les amis, je suis désolé, mais mon coup de cœur, ça va être les AirPods Pro. Tu as craqué?
J'ai craqué, j'étais à Halifax pour venir à Saint-Pierre-et-Miquelon et il y a un Apple Store à Halifax. J'avais déjà, alors c'est pas mes premiers True Wireless, donc réel sans fil avec annulation de bruit actif. Je sais plus comment on dit en français le noise cancelling, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Réduction de bruit actif, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a les Sony, un nom à coucher dehors, WF-1000 XM3. Ouais, c'est horrible. C'est le seul concurrent des AirPods Pro. Ils marchent mieux dans tout. Les Sony, ils ont un meilleur son, l'annulation de bruit active est meilleure, mais bordel, les AirPods Pro, c'est tellement intégré avec les iPhones et ça marche tellement bien tout de suite. C'est simple et léger. Et surtout, la boîte est petite. La boîte du Sony, tu la rentres pas dans la poche à monnaie du jean. Donc, moi qui voyage beaucoup en avion et qui n'ai plus envie de trimballer un gros casque dans ma valise, ce sera des AirPods Pro maintenant. Et puis le Sony. Et dans l'avion, c'est top. Ça marche bien, j'ai testé dans un avion déjà et ça fonctionne. Alors forcément, ça marche pas aussi bien qu'un Bose 700, c'est sûr. Il y a moins de micros, etc. Mais ça marche tout de même bien. Pas tout à fait aussi bien que les Sony XM3, mais suffisamment pour être confort. Et je vous invite à aller voir notre petite vidéo de test. Ça s'appelle « Refait le Mac ORLM Express ». On a fait en 10 minutes le tour d'horizon, un premier test des AirPods Pro. On y reviendra plus longuement dans une émission. Allez voir ça, c'est un nouveau format qu'on vous propose sur nos chaînes dont on refait le Mac sur YouTube, Dailymotion et j'en passe. Bertrand, ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Allez, moi j'ai 2 coups de cœur à partager avec vous. Un premier coup de cœur, vous me demandez de venir, nous on est une agence de développement et mon ami Guillaume qui habite dans les pays nordiques, je vous amène tous à aller découvrir la société Valosa, qui est une société implantée en Finlande. C'est une société spécialisée sur l'intelligence artificielle dédiée à la vidéo. Allez-y, regardez, vous allez être sur le cul. Comment il est possible demain, quand il y aura la 5G au sein de nos applications, d'envoyer instantanément votre interview. Il part sur un serveur, il se retrouve traduit, il se retrouve détecté. Toute la phrase à l'intérieur va prendre un véritable sens. Les plans, on sait déjà récupérer tous les métadatas pour savoir ce plan est un micro, ce plan est un hamburger, ce plan est je sais pas, une marque, etc., etc. Mais je vous invite à aller regarder, à tester leur plateforme. C'est extraordinaire. Et un deuxième truc que je voulais partager avec vous, alors ceux qui nous suivent ou ceux qui vous suivent, savent que Switcher Studio est un des leaders de la gestion multicaméra sur iOS. Moi je vous annonce aujourd'hui la sortie d'une application qui s'appelle 4X Caméra. Rendez-vous sur Apple Store. Cette application a été créée par la société Roland, 100% gratuite. Elle vous permet d'associer 7 iPhones les uns avec les autres pour faire des productions multicaméra en Wi-Fi 100% gratuit, messieurs, dames. Alors là, franchement... Tu es en train de me dire qu'il faut qu'on jette notre TriCaster, c'est ça? Ouais, presque. On avait investi des milliers d'euros dans cette régie pour rien. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà, dis donc. Pour les lives en mobilité, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa, on va regarder ça avec attention. Emmanuel, de ton côté? Alors moi j'ai 2 coups de cœur. Le premier coup de cœur c'est ce truc-là. Ça s'appelle Mixbook. C'est une société française qui s'appelle DMG Lumière qui fait ce petit appareil très étonnant. Ouais. C'est un outil qui est dédié aux chefs opérateurs, des gens qui font la lumière comme moi, qui permet, tu sais, quand tu fais un setup de lumière, un plateau comme ça, tu vas utiliser des gélatines. Donc cette société DMG a été rachetée par Rosco, qui est le leader mondial, le leader mondial de la gélatine. C'est les fameux gélates qu'on met devant les projecteurs. Et quand un chef-op a besoin de choisir sa gélate, il y a des centaines de références de couleurs et il a un espèce de flipbook avec toutes les gélates qui va regarder comme ça la lumière, voir ce que ça donne. Il n'y a que lui qui voit la différence, bien entendu. Mais c'est là toute la subtilité, la beauté du métier. Ouais. Et là, avec donc le Mixbook, on va pouvoir utiliser et changer directement les couleurs avec les références des gélatines de chez Rosco pour pouvoir justement travailler directement. Et après, tu commandes ta gélate. Et après, voilà, tu commandes ta gélate ou tu pilotes les autres projecteurs de chez DMG Rosco avec la bonne couleur, puisqu'ils sont compatibles avec toutes ces gélatines
en simulation. Voilà. Donc ça vaut en plus moins de 80 € et ça peut aussi servir de petite minette pour mettre sur sa caméra. Je trouve ça assez génial. Il y a 3 heures d'autonomie et ça fait une jolie qualité de lumière en plus. Voilà. Deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur, je suis partagé, mais ce matin j'ai pris une claque avec le X Pro 3, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Je l'ai eu 10 minutes en main, je suis vraiment un peu amoureux. Il y a un côté, ça touche la corde sensible, un petit peu nostalgique de l'argentique. Ouais. Et je trouve qu'il y a un truc, tu sais, il y a une visée hybride qui est à la fois une visée télémétrique, façon Leica un peu, et avec un système ultra malin où tu appuies sur un bouton. Donc le X Pro, c'est la 3e génération, ça fait longtemps qu'ils ont ça. Mais là, on arrive à un outil qui est vraiment ultra classe. Et avec cet écran qui se ferme complètement, tu n'as vraiment pas l'impression d'avoir un appareil photo numérique. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on peut avoir là. C'est bien pour la fin de cette Mais émission. C'est chouette aussi, ouais. Moi je trouve que c'est un très joli produit. Rien de mieux que l'argentique pour apprendre à faire des photos, on est bien d'accord. Je suis pas puriste jusque-là. C'est chouette. J'adore. J'ai un vieux 6.6, tout ça. Tu sais, quand il n'y a que 36 poses, il faut bien choisir des fois. C'est ça. Ça incite à plus d'efficacité, plus de précision, c'est clair. Merci Emmanuel. De mon côté, mon coup de cœur, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de cœur. Cette semaine a été présentée la Mi Watch. C'est la première montre connectée du tourbillon chinois de la tech. C'est Xiaomi. C'est un clone parfait de l'Apple Watch pour seulement environ 169 € si on fait la conversion. C'est près de 3 fois moins cher que le modèle d'Apple. Alors beaucoup applaudissent à cette performance, faisant passer Apple pour une marque qui se gave avec ses marges, et ce qui n'est pas faux dans bien des cas, croyez-moi. Mais dans ce cas précis, de qui se moque-t-on ? Comment Xiaomi parvient à afficher un prix aussi compétitif ? Simplement, ils se sont contentés de copier la watch d'Apple et n'ont pas dû à investir des centaines de millions de dollars en recherche et développement. Voilà pour l'économie. Enfin, pas sûr que cette marque non cotée ait des contraintes de rentabilité, mais cela est une autre histoire. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'elle puisse arriver en France, parce que je pense que les avocats d'Apple s'y intéresseraient d'un peu trop près. Donc voilà, la performance est belle, mais encore une fois, s'il s'agit de copier ce que font les autres, sans apporter de la valeur ajoutée, et surtout, il est évident que le produit est forcément moins cher. Voilà, moi ça m'agace énormément. Bref, c'est la fin de ce 351e épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci messieurs pour cette très courte émission, ce fut un bonheur. Mais revenez quand vous voulez. Guillaume. Merci. Guillaume et Bertrand, vous revenez quand vous voulez. Guillaume, bon retour sur Helsinki, et Bertrand, Bertrand, oui c'est ça. Tu viendras nous faire une démo de City Pro. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et puis Emmanuel. Prévois 2-3 heures, Olivier. Ouais, même 5 ou 6 heures. C'est l'avantage du format podcast. Oui, Emmanuel. Je tiens à préciser que j'ai été bêta-testeur de City Pro et que j'ai fait une vidéo il y a déjà 2 ans avec une des toutes premières versions qui a été présentée, et que j'ai vraiment... Tu disais ça marcherait jamais. Non, c'est pas ça. Si, non, ça marche très très bien. Et tu reviens quand tu veux, hein, tu es ici chez toi, Emmanuel. C'est la fin de ce 351e épisode déjà d'En refait le Mac. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On devrait peut-être la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, vous parler de batterie et expliquer un petit peu quels sont les bons plans, les bons trucs pour optimiser votre batterie, et quels sont vraiment les bons usages. Est-ce qu'il faut du sans fil ? Est-ce qu'il faut de la charge rapide ? Est-ce qu'il faut et quel est l'avenir ? Qu'est-ce qui nous prépare demain pour la batterie ? Je pense que ce sera une mission très intéressante. Oui ? Non, c'est pas grave. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et enfin, la petite cloche pour recevoir une notification qu'une émission est en ligne, c'est facile. On refait le Mac, c'est tous les vendredis. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. On est arrivé à la fin. Au revoir.